La suite du débat avec le capitaine de frégate Serge Aton-Faki, le directeur de la division de la communication au ministère de la Défense. Le capitaine Serge Aton-Faki, le capitaine de frégate Serge Aton-Faki aurait dû être en compagnie de Jules Romuald Conlac, rédacteur en chef du quotidien Le Jour, alors qu'il est 22 heures passées de 28 minutes. Jules Romuald Conlac n'a pas encore allé les studios de Baladeu. Nous n'allons pas continuer à l'attendre. Donc, Monsieur capitaine de frégate, nous allons donc commencer avec vous en espérant que Jules Romuald Conlac va nous rejoindre. Alors, on l'a dit, vous avez écouté les éditorialistes tout à l'heure qui parlent, entre guillemets, d'une sorte de guerre de chiffres après le drame de Garbou. Le gouvernement parle de 5 morts. Certaines organisations non gouvernementales parlent de 22, 23, voire un peu plus de 30. Qu'en est-il exactement? Que dit la Grande Muette? Vous savez, la Grande Muette n'est pas si muette que ça, parce que l'armée camerounaise est désormais engagée dans un vaste processus de libération de la parole, de libération de l'information constructive. Et en matière de communication de crise, les données peuvent changer, les données peuvent évoluer en fonction des jours. Mais remarquez avec moi qu'à partir du 17, le ministère de la Défense a donné les premiers chiffres qui ont été confirmés le 17 au soir, qui ont été repris plus tard par le ministre de la Communication et qui n'ont pas changé à ce jour. Ce qui revient à dire que la vérité, elle est constante, la position du ministère de la Défense, elle est constante. Et quels sont ces chiffres? Ces chiffres, c'est 7 terroristes neutralisés. C'est important d'en parler. C'est important de dire que ceux-là qui sont engagés dans la déstructuration de ces régions du Cameroun, dans la démolition des biens, dans les assassinats, la décapitation des personnes, on a quand même réussi ce jour-là, au cours de l'opération légitime qui a été montée, à neutraliser 7. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, cette opération a connu un incident et on a eu, je précise toujours, un dégât collatéraux. On a eu une femme et 4 enfants, malheureusement, emportés dans... Ce qui porte à 12 le nombre de personnes tuées, c'est ça? On ne peut pas associer des citoyens, 5 civils tués et 7 puis terroristes. 7 terroristes, ce qui porte à 12 le nombre de personnes mortes. Oui, à 12, évidemment. Alors, capitaine de frégate, vous parlez de dégâts collatéraux. Les journaux dans la semaine parlent de massacres, de tueries. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est passé que, je commence par déplorer le fait que le représentant du journal du jour ne soit pas sur ce tableau, parce que récemment nous avons vécu une explosion du côté du pont de Gambarou-Photocol, où l'armée a parlé de 9 morts, dans un communiqué qui a été diffusé aux alentours de 21h45 ce jour-là, le 6 janvier au soir, et le lendemain, le jour titrait 13 morts. Ce qui participe d'une désinformation peut-être voulue, ou alors d'un déficit d'information et de recherche de la vraie information. S'il s'était rapproché du ministère de la Défense, nous aurons évidemment, comme de coutume, communiqué la vraie information. Ce qui s'est passé le 14, c'est que des éléments de l'armée, des commandos bien formés, évidemment dans le respect des règles d'engagement et des droits humains, ont engagé une opération d'approche dans la localité de Garbou, d'un domicile disant héberger un quartier général terroriste érigé en zone de trafic, de transit. Et lorsqu'on parle de trafic, il faut bien le préciser, trafic d'armes et munitions, trafic d'amulettes, trafic de marchandises, de contrebande. Et pratiquement à quelques encablures de cette maison, ils ont essuyé un tir nourri venant de guetteurs et venant de l'intérieur de la maison. Ils ont riposté. S'en est suivi pendant un certain temps un combat acharné au cours duquel je reviens toujours sur cette action héroïque à saluer, 7 terroristes neutralisés. Malheureusement, on ne pouvait ni au moment de la conception de cette opération, ni au moment de son exécution, imaginer qu'il y avait aussi dans cette maison un dépôt de carburant frelaté de contrebande en provenance d'un pays voisin. Un des réservoirs ou des réservoirs prendront feu, suivi d'une explosion qui va se répandre à quelques domiciles voisins. Malheureusement, on se rendra compte bien plus tard que cet incendie a entraîné la mort de 4 enfants et d'une femme. D'ailleurs, il faut se poser la question aujourd'hui qui est légitime, et la commission d'enquête mise sur pied le démontrera, de savoir si ces femmes et ces enfants étaient des habitants volontaires de cette maison ou des personnes retenues de force ou simplement des otages. C'est l'une des questions à laquelle la commission d'enquête répondra. Capitaine de frégate, vous dites que l'incident s'est produit le 14 février.
Mais la Grande Muelle, le gouvernement a attendu le 17 février, voire le 18 février, 4 jours pour communiquer de manière officielle sur cet incident. Pourquoi avoir attendu tant de temps? Vous savez, en matière de communication institutionnelle, il y a ce qu'on appelle la due diligence ou la diligence raisonnable. C'est un devoir élémentaire de précaution qu'on s'accorde dans la communication institutionnelle pour tenir ce qu'on dit, pour tenir les données qu'on avance et pour tenir les chiffres qu'on met à la disposition des citoyens. Le délai a permis justement, dans le cadre des premières opérations, des premières enquêtes, des premières constatations, de donner le bilan chiffré avec certitude que le gouvernement donne depuis le 17 au matin, confirmé ensuite par de multiples sorties et d'autres conférences. Ce délai de précaution permet de ne pas se tromper dans les données d'un événement et de pouvoir rendre compte fidèlement au peuple camerounais de ce qui s'est réellement passé. C'est ce que nous avons observé. Alors, sauf qu'entre-temps, les versions du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA à travers son représentant local à Bamenda, celle du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont été déversées partout. Ces versions sont reprises par certains médias internationaux, sont devenues virales dans ces réseaux sociaux-là. Vous savez, depuis quelques années, tout se passe, et c'est le lieu d'en parler, comme s'il y a un vaste complot ourdi contre le Cameroun, contre ses institutions et contre ceux qui les représentent au plus haut niveau. Nous sommes quand même étonnés que le représentant local du Bureau des Nations Unies pour l'aide humanitaire, James Noonan, se soit porté devant les caméras d'une certaine télévision que je n'ai pas le courage de citer ici pour annoncer 23 morts sous réserve d'augmentation ultérieure, repris par son collègue du Haut Commissariat aux réfugiés, M. Pendleton. Les mêmes chiffres qui ont été repris par certains hommes politiques et par les Nations Unies, repris par les États-Unis, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup parce que les personnes mal intentionnées qui ont relayé les premières informations étaient des représentants locaux du système des Nations Unies. Le chiffre de 23 qu'ils ont annoncé est gravement remis en cause par les enquêtes qui ont commencé dès le 18. Le peuple camerounais a le mérite doit savoir que dès le 18, le chef de l'État a instruit une enquête approfondie sur cette histoire. Et ces représentants locaux du HCR et de OCHA, aujourd'hui, commencent à affirmer qu'ils n'ont relayé qu'une information et donc ils n'ont été que les producteurs secondaires d'une information premièrement fournie par d'autres personnes. Ce n'est pas ce qu'ils ont annoncé dès le 15, parce que le 15, ils ont dit avoir été sur les lieux, avoir été à Garbou. Nous pouvons dire aujourd'hui avec certitude que les deux représentants du système des Nations Unies au nord-ouest et au sud-ouest n'ont jamais mis les pieds à Garbou et se sont contentés d'informations tronquées, d'informations relayées à dessein par les relais locaux de la conspiration contre le Cameroun pour salir l'image des forces de défense et de sécurité et au-delà, salir la nation, salir les institutions et ceux qui les incarnent. Mais je reviens sur cette communication 4 jours après. Pourquoi toujours attendre pour réagir? Est-ce que finalement, cette communication de réaction, cette communication de défense n'est pas contre-productive? Si on avait, dès le lendemain, annoncer un chiffre qui n'était pas confirmé par la suite, on nous aurait fait le reproche de parler de 2, de parler de 3, de parler de 4. Vous auriez pu en parler sans évoquer les chiffres et donner les chiffres un peu plus tard. Vous savez, je vous ai parlé du devoir élémentaire de précaution, de la due diligence et de la diligence raisonnable. La communication institutionnelle impose un petit recul précautionneux pour donner la bonne information, rien que la bonne information, une information qui résiste au temps, une information qui résiste à la critique, et je peux vous dire aujourd'hui une information qui résistera certainement à l'enquête. Vous savez, un certain nombre de personnalités et d'institutions internationales ont exigé aux alentours du 21 une enquête transparente. L'enquête avait déjà été engagée dès le 18 février et le chef de l'État a instruit que l'évêque de Kumbo fasse partie ou son représentant de cette commission et que le président national de la commission des droits de l'homme et des libertés fasse aussi partie de cette commission d'enquête, tous les deux comme observateurs.
Alors, je voudrais que nous nous appesantissions un moment sur ces différentes réactions que nous avons reçues de la part de certains organismes, notamment des Nations Unies, qui demandent au gouvernement de veiller à ce que les forces de sécurité respectent les normes applicables du droit international pendant la conduite de leurs opérations. Ces mêmes Nations Unies qui s'adressent aux groupes séparatistes en leur appelant leur responsabilité en vertu du droit international et appellent les partis à s'abstenir d'attaques délibérées contre les civils. On a le sentiment à la lecture de ce communiqué que l'État et les séparatistes, l'État qui a pourtant le monopole de la violence légale, et donc cet État et les séparatistes semblent être mis sur le même pied d'égalité. Oui, c'est toujours très gênant lorsqu'on parle des partis, s'agissant de groupuscules terroristes, et d'un État, l'État camerounais, qui a sur son territoire le monopole de la violence légitime, l'obligation de protéger l'ensemble de ses citoyens, de garantir la libre circulation des biens et des personnes, et de garantir que les citoyens vivent paisiblement chez eux. Vous savez, les forces de défense camerounaises de sécurité ont toujours agi avec mesure et professionnalisme, honneur et fidélité, intégrité et loyalisme. Il y a un manuel de droit humanitaire et respect des droits de l'homme en vigueur dans les forces de défense camerounaises qui a été trouvé tellement positif et tellement fort approprié que le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, délégation du Cameroun, s'est jeté dans la danse pour aider à sa diffusion, pour aider à sa vulgarisation, parce que c'est l'une de ses missions. Et l'ensemble de nos soldats, quel que soit le niveau de recrutement et quel que soit le niveau de formation et le niveau d'engagement sur les opérations, est évidemment formé au respect strict de ces règles d'engagement. Alors comment expliquez-vous cette diabolisation de l'armée camerounaise? Je maintiens que, pour la plupart des observateurs avertis, on a nettement l'impression qu'il y a un complot contre le Cameroun, avec des relais locaux, n'est-ce pas, des relais locaux qui peuvent être soit des individus, soit des partis politiques, soit des soi-disant leaders d'opinion ou des dirigeants de la société civile, qui servent de caisse de résonance et de retransmission de ce complot international. L'autre jour, sur une radio privée, je me suis emporté en disant que la communauté, les représentants de la société civile ou les leaders de partis politiques qui ont élevé la voix pour dire que l'armée avait massacré, n'avaient rien dit lorsqu'on a incendié l'hôpital de Kumba, lorsque les terroristes ont mis le feu à cet hôpital, et n'ont rien dit lorsque le centre de santé de Tolé a été incendié, et n'ont rien dit lorsque Paul Wine, l'officier de police, a été décapité. On a vu la tête se promener sur tous les petits écrans, n'est-ce pas? Et n'ont rien dit lorsque Olivier Wuntai, qui était un enseignant d'histoire-géographie, a été assassiné, décapité. On a vu sa tête se promener. Et n'ont rien dit lorsque le gendarme Damassana, qui était en permission, a été disloqué et ses membres éparpillés sur le goudron. Et le cas le plus emblématique, qui est celui de la cause féminine, lorsque Florence Ayafor a été écartelée, violée, massacrée. Ces mêmes leaders n'ont rien dit. Nous sommes très étonnés. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît, parce que c'est important. Allez-y. Lorsque Olivier Wuntai est assassiné, décapité, Maître Akedemouna, ancien candidat à l'élection présidentielle, va tout de suite tweeter pour dire qu'un militaire qui était déguisé en civil a été reconnu par des terroristes et assassiné. Heureusement, dans ce cas-là, il s'y reprendra quelques temps après pour dire qu'il s'était trompé et qu'il s'agissait effectivement d'un civil. Nous avons un autre cas emblématique et le peuple camerounais mérite d'être édifié là-dessus. Lorsqu'au 20 mai 2019, au petit matin, nous apprenons qu'un bébé de 4 mois a été assassiné dans la localité de Mouyouka, il y a beaucoup de témoignages identiques, pareil que sur le cas de Garbou, pour dire que l'armée a assassiné un bébé. Il y a des hommes politiques qui s'élèvent sur les médias sociaux. Le même maître Akedemouna va tweeter, et puis maître Agbor Bala, il va tweeter. Il y a un certain nombre de leaders de partis politiques comme les Ali Sadio qui vont tweeter. Et tous accusent simultanément l'armée d'avoir assassiné un bébé de 4 mois. Et moi, général. Et l'armée va évidemment donner sa version de fait en essayant de démontrer qu'elle n'était en rien intéressés à cette opération d'assassinat. Et lorsque ces mêmes qui ont porté l'accusation, parce que j'ai personnellement été quelques mois plus tard à la fondation Friedrich Ebert avec Maître Agbor Bala, avec qui j'ai échangé devant des témoins de haut niveau sur cette affaire, il a reconnu solennellement que l'armée n'avait pas assassiné ce bébé de Mouyouka, mais que c'était un bébé assassiné par des terroristes. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'après avoir intoxiqué l'opinion, il n'était pas revenu sur son
son tweet pour dire que, excusez-moi, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas l'armée. Il a fermé la bouche, il y avait pas mal de personnes dans le salle. Ce que je voudrais savoir, vous qui avez la possibilité de parler, d'échanger avec ces militaires qui sont au front, quel est leur état d'esprit? Ils font l'objet d'une cabale, ils font l'objet de plusieurs accusations. Quel est leur moral aujourd'hui? Le moral est bon parce que dernièrement, dans une localité de l'extrême nord, on a délocalisé une compagnie de l'armée de terre qui a changé de village. Et on a tous vu sur toutes les chaînes de télévision, y compris sur la CRTV, les villageois qui protestaient, qui couraient après l'armée pour lui demander de ne pas partir. Vous savez, au Cameroun, le lien armée-nation est une réalité. C'est une réalité solide qui date de 1959 à la création de notre armée. L'armée nationale camerounaise, c'est le creuset de l'unité nationale. J'en veux pour exemple l'attaque de Darak où nous avons perdu 17 hommes qui, curieusement, étaient originaires de 9 de nos régions, sans que rien n'ait été fait pour les regrouper là. Vous comprendrez que l'armée nationale camerounaise, les forces de défense et de sécurité sont constituées d'hommes et de femmes de tous les horizons, de toutes les régions, de tous les départements, qu'ils combattent ensemble pour défendre la nation, c'est leur mission principale, et que notre système national de défense populaire veut que ces hommes et femmes soient au plus près des populations qui ne sont évidemment que très contentes lorsque dans leur village, dans leur arrondissement, dans leur garnison, il y a un bataillon, il y a une caserne de militaires. Je voudrais ici dire que le lien armée-nation au Cameroun est un lien vivant et que l'armée se sent proche du peuple, que l'armée se sent aimée des populations camerounaises. C'est entendu. Et c'est à cette armée que Joseph Clément Omba rend hommage ce soir. C'est en zooming dans cette édition de Scène de presse. Jadis inconnu du bataillon, la localité de Ngarbou, arrondissement de Ndou, département du Nogamantoum, région du Nord-Ouest, est sortie de l'anonymat à la faveur des incidents malheureux du 15 février 2020. Une fois de plus, une fois de trop peut-être, nos forces de défense et de sécurité sont l'objet d'allégations mensongères et d'affabulations. On tente de leur imputer un prétendu massacre de 22 villageois, dont 14 enfants. Réagissant à cette nouvelle construction chimérique, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Vétia-Sommo, par un communiqué, rétablit la vérité des faits en apportant un démenti formel aux informations volontairement relayées sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu 22 villageois tués par les forces de défense et de sécurité à Ngarbou. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, est également revenu à la charge pour reconstituer l'incident. Depuis de longs mois, dit-il, nos forces de défense et de sécurité ont réussi à prendre le contrôle et à sécuriser le nœud routier de Ntoubo, qui fut la voie de passage de plusieurs trafics illicites et un repère de bandes armées qui y ont installé un hameau périphérique, leur servant de base arrière pour raquettes et exactions de toutes sortes. Dans une opération de reconnaissance, le samedi 15 février 2020, nos forces de défense et de sécurité sont violemment prises à partie par des individus lourdement armés. Y faisant face énergiquement, 7 assaillants sont neutralisés. Au cours des accrochages, un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et des produits flammables stockés par les rebelles. Il s'en est suivi des explosions et des langues de feu qui se sont propagées jusqu'aux habitations voisines. Après recoupement, le bilan communiqué par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. Les familles endeuillées ont reçu les condoléances du président de la République. Une enquête a été ouverte. En aucun cas, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. Il est tout à fait regrettable que certains continuent à vouloir jeter l'anathème sur nos forces de défense et de sécurité. Fidèles gardiens de la République et gardiens de la paix, et au prix de lourds sacrifices, y compris des sacrifices humains, les forces de défense et de sécurité du Cameroun, toujours loyales, assurent dans les zones en crise une présence permanente, rassurante, dissuasive, répressive quand il le faut, pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de l'unité et de la stabilité du Cameroun. En symbiose avec les populations, dans un lien profond armée-nation, les forces de défense et de sécurité assurent leur devoir régalien avec la rigueur qui sied, avec professionnalisme, passion et détermination,
pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, sous la bannière de leur devise, honneur et fidélité. Merci à Joseph Clément Ongba pour cet hommage à l'armée camerounaise. Alors, capitaine de frégate, puisque je vous ai sur ce plateau, je voudrais quand même, avant que cette émission ne s'achève, que vous nous donniez plus d'informations sur cet incident qui a conduit à la mort de Fou Augustin Abamenda. Et voilà aussi un incident qui est malheureusement traité dans les réseaux sociaux avec les versions qu'on connaît. Il se trouve que les éléments de la base aérienne 501 en mission de patrouille de routine qui sont à la poursuite de terroristes demandent à un véhicule sur l'axe de stopper. Malheureusement, ce véhicule fait demi-tour et se met à fuir. La poursuite est engagée et le véhicule va se réfugier à la clinique Sainte-Marie Hospital à Mancon, à Bamenda. Et les éléments à l'approche vont demander au chauffeur de sortir les bras levés, ce qu'il ne va pas faire. Un coup de fil va partir, un coup de fusil de feu va partir, il sera touché. Malheureusement à mort. Mais plus tard, on découvre que son chauffeur fuyait peut-être parce qu'il avait à bord un grand terroriste, le nommé Fou Romanus, qui avait la jambe amputée, qui suivait des soins comme patient externe dans cet hôpital, parce que justement, quelques jours avant, il avait participé à l'attaque brutale du convoi de la ministre déléguée chargée du contrôle supérieur de l'État qui était en campagne électorale. Et c'est au cours des échanges de feu avec les militaires qu'il sera blessé. Il ira se faire soigner dans cet hôpital qui, curieusement, a de plus en plus la réputation de soigner des terroristes séparatistes, des criminels blessés au combat. Voilà ce qui s'est passé. Il s'agit de Mary Catholic Hospital. Sainte-Marie Catholic Hospital à Manton, à Bamenda. Et cette curiosité-là est doublée du soupçon de ce que cette clinique serait peut-être devenue un repère de terroristes. Peut-être que les visiteurs qui viennent rendre visite aux patients, ils tiennent des réunions clandestines. Je tiens à préciser que dans le respect des règles d'engagement, dans le respect des droits humains, l'armée qui a bien connaissance de ce qu'on soigne des terroristes dans cet hôpital n'est pourtant jamais intervenue pour arrêter un seul sur son lit d'hôpital ou pour empêcher qu'un patient entre dans cet hôpital. Ça va du respect que nous avons pour les malades, du respect que nous avons pour les institutions sanitaires, pour les écoles, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées et surtout pour les non-combattants. Alors, juste pour finir, capitaine de frégate, comment gérez-vous les brebis égarées de l'armée qui violent les règles d'engagement dans la conduite des opérations? L'armée est un corps social, à l'image de la nation tout entière, à l'image du monde entier. Et il peut arriver que, pour des raisons X ou Y, de toute façon, nous n'essaierons de rien justifier, un soldat, 2 ou 3 soldats s'égarent du droit chemin, s'égare des consignes données, s'égare des règles d'engagement ou simplement ne respectent pas les règles de droit humanitaire applicables lors des opérations. Ils sont systématiquement traduits devant le tribunal militaire. Nous avons plus d'une centaine de nos soldats en ce moment qui sont pour certains en enquête judiciaire, pour d'autres déjà chez le juge d'instruction et pour certains qui sont simplement en train de passer au fond dans leurs affaires et qui seront soit libérés parce que les charges ne seront pas suffisantes ou définitivement condamnés et qui vont purger leur peine comme tous les citoyens ordinaires. L'armée tient absolument à donner l'exemple à la nation. L'armée tient à être érigée en modèle sociétal et c'est pour ça que l'armée elle-même ne tolère pas ces brebis égarées et tout est mis en œuvre pour que la discipline règne dans les rangs. De toute façon, je voudrais vous dire que proportionnellement, on est tenté de négliger, de dire que le nombre de brebis égarées de l'armée est quantité négligeable par rapport à la dizaine de milliers d'engagés que nous avons sous les drapeaux. Capitaine de frégate, un dernier mot avant qu'on ne se sépare sur cette armée qui se sacrifie pour le pays. Oui, et merci d'évoquer la notion de sacrifice. L'engagement sous les drapeaux est un engagement sacrificiel. Et je suis flatté, comme tous mes camarades militaires, comme tous les soldats du Cameroun, d'ailleurs, comme le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense lui-même, parce que le 24 janvier dernier, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, le chef de l'État qui présidait au triomphe la toute dernière promotion de l'EMIA, la promotion générale de division Cody Jacob, a dit que l'armée avait le soutien de la nation tout entière et qu'il réitérait son estime personnelle aux forces de défense. Il a aussi instruit que les forces de défense travaillent en synergie avec les populations et les assistent le cas échéant et qu'elles collaborent
collabore avec les autorités administratives. L'engagement des soldats au Cameroun est d'autant plus sacrificiel que, justement, pour évoquer ce cas, le général de division Kodi Jacob, qui était un chrétien engagé, est mort en service commandé un dimanche. Dimanche, jour de repos. Mais avant lui aussi, on peut évoquer le lieutenant Youssouf Mahamad Baha, qui est mort un samedi, jour de repos, après avoir repoussé une attaque de pirates au large de Douala. Cet engagement est d'autant plus sacrificiel que les hommes et femmes qui sont enrôlés sous le drapeau camerounais savent que c'est leur façon de concourir au maintien de l'unité nationale, c'est leur façon de garantir la liberté des citoyens camerounais, c'est leur façon de concourir à la libre circulation des biens et des personnes. Et je voudrais aussi dire enfin, pour terminer, que les forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans les opérations de restauration de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest ne sont qu'au service de la population, parce que sans libre circulation des biens et des personnes, sans le retour des enfants à l'école dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, sans la libération des activités économiques, sans la fluidité de la circulation urbaine et périurbaine, on ne peut pas escompter de développement ni dans ces régions ni dans le Cameroun tout entier. Alors juste pour finir là, la Grande Muette a promis de mener cette enquête sur Gbagbo jusqu'au bout. On peut s'attendre à ce que les résultats de cette enquête soient publiés? Je vous ai dit que, et c'est important de le noter et de le relayer, le chef de l'État a instruit que l'évêque de Kumbo et le président de la Commission nationale des droits de l'homme fassent partie de cette commission d'enquête comme observateurs. C'est déjà un gage de transparence suffisant. Le communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a été clair là-dessus. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, capitaine de frégate, d'être venu. Nous n'avons pas pu avoir Jules Romuald Conlac sur ce plateau de Scène de Presse. Ce n'est pas bien grave, Madame, Monsieur. Merci à vous de nous avoir regardé. La presse quitte la scène. Bonsoir.